Nous sommes Nina Payen et Camille Georges. Vous écoutez Pause Théâtre, le podcast qui vous dévoile l'envers du décor. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pause Théâtre, c'est Camille et Nina. Et aujourd'hui nous rencontrons Muriel Révolon, comédienne, conteuse et metteuse en scène. Bonjour Muriel. Salut Camille et Nina. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous recevoir chez toi. Pour ceux qui ne le savent pas, Muriel est à l'origine de notre podcast. C'est elle qui nous a donné l'idée, donc c'est elle qu'il faut remercier, quoi. Je suis trop fière que vous l'ayez fait. Tu croyais pas qu'on allait faire. J'ai eu une conversation de café autour d'un chocolat chaud. Voilà, c'est super. Alors, est-ce que tout d'abord, tu peux nous parler de ton parcours comment as-tu atterri dans le milieu du théâtre ? Moi, j'ai abordé le théâtre très très tard, puisque la première pièce de théâtre que je vois, c'est au Théâtre de Nice. J'ai 17 ans. Voilà, donc tu vois, j'ai pas une famille qui m'emmenait au théâtre. Et à partir de là, une fois que je rentre à la fac, donc 1 ou 2 ans après, je me dis, je sais déjà que j'ai envie de faire ça, donc je prends ça en option. Donc je rentre en psycho, il faut une option, ce qui est une très bonne idée, visiblement. Il faut une option dans une autre section. Je me dis, tiens, théâtre, un loisir qui te rapporte des notes. Je trouvais que c'était une bonne idée. Et puis après, quand j'ai fait tous les UV qui existaient en optionnel, j'ai demandé aux enseignants de pratique en art du spectacle de me laisser assister à leurs cours. J'étais étudiante clandestine sur la pratique. Alors, tu découvres le théâtre assez tard, du coup, comme tu nous le dis. Qu'est-ce qui t'a fondamentalement plu dans ce milieu-là et dans cet art-là ? Je crois que c'est la pluridisciplinarité, la polyvalence. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas grand-chose qui arrête mon attention longtemps. Là, j'aime beaucoup démarrer quelque chose. Pendant des mois, c'est le ukulélé. Puis après, je m'en fous complètement du ukulélé. Et je passe complètement à autre chose. Et il n'y a pas beaucoup d'activités qui ont retenu comme ça mon attention. Il y a les percussions dans la batucada, la samba brésilienne. Et le théâtre, parce qu'effectivement, tout change tout le temps. Tu es sans cesse quelqu'un d'autre sur un nouveau projet, un nouveau texte. Et puis, tiens, pour cette pièce de théâtre, il faudrait que tu apprennes à jongler. Pour cette autre pièce de théâtre, il va falloir que tu apprennes à marcher sur pointe, sur des pointes de danse classiques. Puis voilà. Et ça m'amuse beaucoup. Tu disais que du coup, tu as fait un diplôme en psychologie. Est-ce que tu as eu ton diplôme ? Est-ce que tu es devenue psychologue après ? Ouais, madame, j'ai eu mon diplôme. Ça va. Je traînais plus sur les planches de l'Amphi 75 à répéter des pièces de théâtre qu'à réviser mes partiels, mais je l'ai fait quand même. Et oui, j'ai été psychologue du travail. J'ai travaillé pendant 13 ans dans l'insertion professionnelle et la reconversion. 13 ans. Ouais. Donc t'es venue très tard. Donc je suis vieille, oui. Ça, non. Merci Camille. Non, mais t'es venue. On me fait dire ce que j'ai pas dit. Pendant 13 ans, j'ai travaillé à accompagner les gens à réaliser leurs rêves et leurs objectifs dans la mesure de mes petits moyens, d'un point de vue professionnel. Je pense que c'est d'avoir raté ma propre orientation, ou que les conseils d'orientation scolaire m'aient fait rater la mienne, au final, qui m'a amené beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas soutenu ou cru en moi ou vu mes désirs, en fait. Et donc, parce que je répète assez souvent dans cette histoire, c'est que ça démarre un peu par un gros échec. C'est mon prof principal en seconde qui me demande un peu affligée ce que je vais faire de ma vie, ce que je veux faire. Et je lui réponds un peu honteuse, je sens bien que c'est un peu honteux, je lui réponds que je veux faire Fame. C'est quoi ? Alors Fame, oui, vous êtes jeune. Fame, c'était une série américaine absolument génialissime qui se passait dans une école d'art où les jeunes gens étudiaient la musique, la danse, le chant. Alors ça chantait sur les tables de cantine, ça faisait des comédies musicales dans les couloirs à longueur de temps. Tu vois, Glee, à côté, c'est de la gnognotte, quoi. Voilà. Et plutôt que je voulais faire ça, et puis le gars m'a juste répondu en se foutant de moi que ça n'existait pas. Donc, orientation, ça s'arrête là. Et je vais faire psycho, alors tant pis. À quel moment t'as switché et tu t'es dit, bon là, stop, psycho, j'en ai marre, je vais faire à plein temps théâtre ? Alors c'est très simple. Si vous voulez faire une reconversion professionnelle, il faut juste faire un petit burn-out. Vous faites un petit burn-out et après,
tout est facile. Rien que ça. Vous vous effondrez complètement, faites une grosse dépression. Ouais, non, j'ai craqué. Ah J'ai oui. complètement craqué. J'ai bossé dans des boîtes privées qui insèrent les gens comme on insère des moutons. Moi, j'avais plus du tout envie de dire aux gens de retourner travailler dans le monde du travail tel qu'il est. Moi, j'avais envie de leur dire, mais vous voulez pas qu'on aille, je sais pas, construire des yourtes dans la forêt et puis on pourrait cultiver des fraises. Enfin, n'importe quoi. Et du coup, j'avais le sentiment de ne plus être en capacité de traiter suffisamment bien les gens, vu que les budgets des pôles emploi et tout ça dans ces métiers-là sont tellement bas que les sociétés, afin de gagner de l'argent, font n'importe quoi. Voilà. Et donc, moi, à un moment, j'ai plus pu. Voilà. J'ai craqué. Alors du coup, tu t'es pas basée à Paris et tu n'es toujours pas basée à Paris. Pourquoi ce choix? Jamais. Qu'est-ce que j'aille faire à Paris? Il y a des centaines de milliers, je sais pas, de comédiennes grandes, belles, petites, rondes, formidables, génialissimes. Qu'est-ce qu'une de plus, tu vois, une de plus, et puis moins bonne en plus. La concurrence est beaucoup trop raide pour une personne comme moi. Et puis moi, je suis complètement, enfin, en grande partie sortie du réseau théâtre et de tout ce réseau concurrentiel de casting, de faire ses preuves, c'est vraiment ça, moi, qui m'a empêchée de faire ce métier quand à un moment, après la fac, je me suis dit, oh tiens, le théâtre. Je me sens très très mal dans ces situations, me challenger, et puis surtout d'être toujours dans le désir de quelqu'un, en l'occurrence d'une metteuse en scène et d'un metteur en scène, désir que tu dois sans cesse attiser, réactiver, en étant présent, en étant sympa, par des ronds de jambes. Je suis très 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 nulle à tout ce qui n'est pas émotionnellement naturel et spontané, donc c'est cuit. Je peux pas faire ça. Et donc j'ai décidé de faire du conte. J'ai repris la scène par ça, le conte, parce que je suis complètement autonome, c'est-à-dire que je suis complètement maîtresse de ma parole, de mon écrit, de ma production, ma mise en scène, de ce que je veux faire. Et ce qui m'empêche pas maintenant aussi de monter des pièces de théâtre, mais je gère tout en autoproduction, ça tourne très bien. Les équipes qui travaillent avec nous en vivent, et voilà, et super. Voilà. Mais je n'ai plus à attendre que quelqu'un ait tellement envie de travailler avec moi. Non, mais moi j'ai vachement envie de travailler avec moi, je me bats. C'est vachement intéressant parce que souvent, quand on est étudiant en théâtre, on se dit qu'on ne peut pas sortir de ce cercle un peu audition, casting, travailler dans des grosses productions et se lancer soi-même, quoi. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre, surtout quand on est très jeune et puis où il n'y a pas vraiment de gros complexes ou de gros enjeux à se ramasser, en fait. Quand on était étudiant et étudiante, on a monté des tas de projets avec 3 bouts de ficelle, des trucs plus ou moins heureux, mais quoi qu'il en soit, tu mets les mains dans le cambouis et tu expérimentes des tas de choses. Et avec la déception et la médiocrité aussi. Et quoi qu'il en soit, en plus de l'expérience, on s'est bien marré et on s'est constitué un réseau. C'est-à-dire qu'on a un réseau de copains. Encore aujourd'hui, je travaille sur le Monde Pointe à la Ligne, par exemple, de Philippe Dorin. Je suis en duo avec Stéphane Ramirez, qui est un ancien camarade de l'université, qui m'a mis en scène à l'époque quand j'avais 20 ans. Et que lui en avait, je sais pas, 18. Voilà. Mais alors, comment t'es venue cette envie de faire du théâtre jeune public et surtout de faire du conte? Pourquoi mettre un conte sur scène? Je crois que le conte, ça me vient avant tout de l'effet que ça m'a fait d'en entendre. Quand tu entends un conteur ou une conteuse qui te touche, ou une histoire qui te touche, tu te dis que ça a une valeur en soi. L'histoire elle-même pure, sans artifice, entre guillemets. Parce que moi j'aime bien aussi mettre de l'artifice dans ce que je fais, et je suis pas du tout une puriste du conte immobile, du tout. Je crois que, oui, puis de découvrir que le conte, c'est pas ce qu'on croit. Voilà. C'est pas quelque chose qui est fait pour les enfants, c'est pas les histoires que nous connaissons. Ça ne s'arrête pas
aux 3 histoires que nous connaissons de notre enfance. Il y a des contes absolument extraordinaires, absolument pétrifiants, sanglants, profondément bouleversants, tristes. Voilà, donc je crois que je me rends compte aujourd'hui que j'allais d'abord vers le conte euh, pour que lui-même vienne me changer de l'intérieur. Voilà, me malaxer de l'intérieur, quelque chose comme ça. Et je pense que le conte j'espère, m'a fait progresser en tant qu'humaine. Et j'espère que quand je raconte des histoires, j'ai en face de moi des humaines et des humains qui peut-être aussi travaillent quelque chose de l'ordre de leur progression. C'est la première fois que je le dis comme ça. Je trouve que c'est beau. Attends, je vais essayer de me rappeler. Je pourrais le réécouter. On te l'enverra. Non, mais c'est vrai, c'est ça en plus. Je le dis en rigolant, mais c'est vrai. Si ces histoires, elles ont perduré dans le temps, c'est qu'elles ont quelque chose de fondamental, de radical, au sens de racine. Et donc, c'est que l'humanité en a besoin. Voilà. Et est-ce que ça t'arrive d'écrire tes propres contes ? Non, ça ne Jamais. m'intéresse pas. Pourquoi ? D'abord parce que j'ai l'impression d'être au niveau zéro de l'inspiration, là, tu vois. Non mais vraiment, je ne sais pas faire ça. Inventer une histoire, je ne sais pas faire ça. Je pense que vraiment ce qui m'intéresse, c'est comment moi je vais raconter cette histoire. C'est un peu, je fais exactement, je pense que nous faisons, beaucoup de conteurs, en tout cas et conteuses, le même travail qu'un scénariste, c'est-à-dire comment tu vas raconter en images ton conte. Comment la caméra, elle va évoluer. Est-ce qu'on démarre, poum, tout à coup dans le feu de l'action, et puis hop, on fait un flashback pour expliquer ce qui vient de se passer. Est-ce que non, tu démarres de manière très chronologique, le début, l'évolution. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et t'as plein de manières de raconter une histoire, plein de langues aussi pour raconter une histoire. En revanche, ce que je fais récemment, c'est de raconter des faits récents. Donc récemment, j'ai travaillé à raconter numéro 5 de Chanel. Comment tu racontes un parfum, la création d'un parfum, et évidemment, ce parfum pour moi n'est qu'un prétexte pour parler de Coco. De Coco Chanel et de cette femme, et de comment naît cette personne, cette célébrité internationale, et sa part d'ombre qui est toute la partie collaboration. Ou bien de raconter par exemple l'histoire de la Ciudad Juárez, l'histoire de la chasseresse de chauffeurs, Diane la chasseresse de chauffeurs, qui monte dans les bus pour abattre les chauffeurs, pour lutter contre les féminicides et les viols commis, puisque le gouvernement ne fait rien, elle dit qu'elle s'en occupe. Voilà. Donc comment raconter ça et en faire un acte aussi politique, militant, à travers le témoignage tout simplement. Et est-ce que tu t'es formée au théâtre jeune public, au conte, ou t'es allée en freestyle ? Non, je me suis formée. Alors je pense que ma base théâtrale, contrairement à ce qu'on a beaucoup voulu me faire croire, c'est-à-dire me dire en gros, il faut tout refaire. Vous avez fait du théâtre, mon Dieu, c'est foutu. Je vais merde. En fait, non, il faut juste être très au clair avec le fait que c'est un travail très différent et une posture très différente à l'égard du récit, à l'égard du public, à l'égard de plein de choses. Est-ce que je me suis formée? Oui. J'ai fait d'abord une initiation au conte avec François-Moïse Bamba sur un petit week-end pour un peu comprendre comment j'allais pouvoir tracer mon chemin. Donc il m'a ouvert voilà, il ouvre une voie. Ça ne fait pas de toi un conteur. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que je crois qu'il n'y a pas vraiment de formation possible. Et que si on institutionnalise ça, ça va être compliqué, ça va être un problème. Parce que le conte, c'est presque un chemin spirituel, plus qu'un chemin artistique. C'est plus à un moment, pourquoi tu portes cette parole, pourquoi tu portes ce regard sur le monde, comment tu le portes. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. Je pense que je ne suis pas la seule personne à penser quelque chose comme ça. Alors, quand je dis spirituel, ça ne veut pas dire religieux ou je parle d'appréhension du monde. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, que quelqu'un t'ouvre la voie pour te dire, tiens, voilà, tu peux faire comme ça. Mais après, tu trouves tes manières, tu avances sur des chemins, tu débroussailles ton truc, tu abandonnes des choses, tu changes de route, tu testouilles. Et comme ça, longueur de temps, parce qu'effectivement, tu n'as pas avec toi des gens et un metteur en scène ou une metteuse en scène pour te dire, voilà, va par là, fais ci, fais ça, direction d'acteur. Tu peux travailler en lien avec des gens, mais quand même, principalement, nous travaillons en solitaire. Donc ensuite, j'ai fait un autre stage avec Myriam Pélican,
Et là, l'avantage de ce stage, alors ça s'appelait Dire l'interdit, parce que j'avais envie de raconter des histoires trash. Et je me disais, mais mon Dieu, j'ai fait 13 ans de psychologie et je vais tout massacrer en allant traumatiser des enfants avec ces histoires, c'est n'importe quoi. Tu te fais des clients en fait. Des clients pour mes collègues, pour mes potes de promo, mais moi je voulais plus faire de psycho. Donc du coup, et en fait, j'ai vécu ce stage comme une espèce d'adoubement de la part de Myriam. Donc c'était important pour moi parce que effectivement Myriam en gros m'a dit oui, c'est comme ça qu'on peut raconter, qu'il faut même raconter ces histoires aux enfants. Et là tu fais bon ok. Je sais pas pourquoi c'était raisonnable de croire à Myriam, hein, mais en ce moment-là j'avais besoin de croire quelqu'un et oui, je me suis dit oui, merci Myriam, merci Myriam. Et voilà, et après j'ai fait d'autres stages dont je n'ai pas envie de parler parce que c'était vraiment des choses à faire du mal. Et donc j'ai pris la décision après ça de ne surtout plus faire de stage de conte, mais surtout plus, et d'aller me former à d'autres choses pour nourrir mon travail de conteuse. Donc là dernièrement j'ai fait un super stage avec, je vous le conseille, théâtre de cuisine, du théâtre d'objets. Voilà. Je ne m'en sers pas, je ne fais pas de théâtre d'objets sur scène, mais c'est tellement, comme ils le disent eux-mêmes, comme le dit Cathy, une machine à écrire, que effectivement ça nourrit la créativité pour raconter. Voilà. Et puis un de ces quatre, peut-être que l'objet viendra dans les histoires. Justement, en parlant d'être son propre patron, tu as créé ta compagnie Ziri Ziri en 2009 avec 2 autres artistes. D'où vient déjà le nom de la compagnie et pourquoi avoir créé ta propre compagnie aussi? Au départ, j'ai pas du tout l'objectif de devenir professionnelle. On démarre sur un terrain de jeu avec Ève Lafarge et Cécilia Monpuget, qui sont 2 copines. On se dit, ok, on fait ce stage avec François-Moïse Bamba, et on va pas en rester là. On va créer cette compagnie de conteuses amatrices. Et l'objectif, c'est, quand on joue pour 3-4 sous, ces 3-4 sous, on les réinsérera pour se payer d'autres stages de contes et ou aller voir des conteurs en festival et développer notre pratique. Et puis la vie, les déceptions, les affects font que Ève quitte la compagnie, et puis que je reste avec Cécilia, et puis je craque dans mon boulot, j'appelle Cécilia, et je lui demande à ce moment-là si elle m'autorise à transformer la compagnie en compagnie professionnelle. Ce qu'elle accepte. C'était ça où j'étais obligée de créer une nouvelle compagnie, et donc elle accepte. Ziri Ziri, pourquoi parce que c'est une formule de conteuse et de conteur burkinabé. On a beaucoup de formules en conte. On pousse un petit cri ou on dit une parole, le public répond à cette parole toujours la même chose, c'est un peu rituel, pour dire ok c'est bon, on est prêt, on t'écoute. Donc dans nos pays occidentaux il y a beaucoup le cric-crac, le conteur dit cric, le public répond crac et l'histoire démarre. Et bien au Burkina Faso ils disent ziri ziri et le public répond nahamou, ce qui veut dire histoire histoire, et le public répond j'écoute. Et comme c'est François-Moïse Bamba, qui est un conteur burkinabé qui nous a ouvert la voie, c'était une espèce de petit clin d'œil et d'hommage que d'appeler la compagnie Ziri Ziri, donc histoire histoire. Et du coup, tout à l'heure tu nous disais que tu avais des conteurs qui t'avaient dit « Oh, tu viens du théâtre, faut tout recommencer. Pourquoi? Quelle est la grande différence entre le conte et le théâtre? Alors, il y en a plein. Je pense qu'il y en a plein. On dit encore du mal, hein, moi-même, à distinguer ce truc-là. Je crois déjà qu'il n'y a pas franchement de technicité ou de technique commune. Il y a assez peu de... C'est difficile de dire il y a une bonne manière et une mauvaise manière de raconter, alors qu'on va pouvoir te dire que tu joues bien ou que tu joues faux. Ça n'empêche pas qu'il y a des conteurs que tu vas aimer, d'autres que tu vas détester et qui ne vont pas t'accrocher du tout. Je pourrais dire que c'est l'adresse publique, qu'il n'y a pas de 4e mur, mais parfois au théâtre il n'y a pas de 4e mur non plus. La différence c'est que tu es en grande partie toi-même, ou en tout cas une vraie partie de toi-même, et donc tu t'adresses à la personne que tu regardes dans les yeux dans un réel état de relation, ce qui n'est pas le cas au théâtre, puisque au théâtre tu interprètes un personnage. Et ce personnage, tu vas lui faire vivre des émotions qui ne sont pas forcément non plus tes émotions réelles.
et, et cette relation avec le public, tu la joues aussi. On n'est pas dans quelque chose de... On est dans du jeu. On n'est pas dans du vrai. Sinon, c'est qu'on mélange tout et qu'on confond tout. Voilà. Mais tout ça, c'est très ténu. Parce que l'acteur ressent aussi réellement les émotions qu'il est en train de jouer. Enfin, ça peut, en tout cas, il est pas tout le temps en train de tricher les émotions, loin de là. Et la conteuse peut aussi tricher des émotions. Enfin, tu vois, donc tout c'est pas très clair. Ensuite, quelque chose qui est très clair, c'est que tu portes ta propre parole. Tu es entièrement responsable de ce que tu dis. Tu peux pas te planquer derrière Molière ou derrière Sarah Kane pour dire ah non mais c'est pas moi. Moi je ne fais que dire les mots. Non. Tu as choisi l'histoire parmi des milliards d'histoires qui existent et ou que tu as lu, tu en as choisi une. Parmi les différentes versions de cette histoire, tu as tressé ou choisi une version. Tu y mets des choses dedans, affectives, politiques, je ne sais, ça te regarde. Mais en tout cas, tu es responsable de ce que tu dis. Voilà. Un peu comme quelqu'un dans le stand-up. Il y a quelque chose qui est assez proche finalement du stand-up. Dans le fait d'écrire sa propre parole et avec une grosse différence qui est il n'y a pas l'obligation de faire rire toutes les je sais pas combien de secondes le public, voilà. Ouais, l'aspect mise en scène aussi, tu vois, l'aspect mise en scène, l'aspect costume qui n'est pas du tout obligatoire, voire même très souvent mal vu, ou l'aspect mise en scène théâtralisée qui peut aussi être décrié, mal vu par le milieu du conte, qui est très prompt à dire « Ah, ce n'est pas du conte, c'est... » Il ne fait pas du conte, il fait du théâtre. Enfin, en fait, je ne sais pas si quelqu'un y comprend vraiment quelque chose à tout ça, tu vois. Je dis que c'est surtout dans la relation publique, je pense. Est-ce que tu as une tranche d'âge de jeune public auquel tu préfères compter ? Réellement, ce que je préfère, c'est le familial. Ah oui. Voire l'ado-adulte. Mais j'aime beaucoup le familial parce qu'il y a tous les niveaux de lecture. C'est-à-dire que... Et puis, il y a... le partage transgénérationnel qui me paraît très intéressant. Je trouve ça super d'avoir des gens de tous les âges dans la même pièce qui peuvent rire au même moment mais aussi à des moments différents ou être touchés par des degrés différents de l'histoire. Et ces émotions-là, même si elles ne sont pas immédiatement partagées dans le sens où on ne ressent pas forcément la même chose à un âge différent, sur certaines paroles, néanmoins, ça se partage quand même d'un point de vue de l'énergie. C'est-à-dire que l'enfant peut voir son parent rire à un truc qu'il n'a pas compris. Et ça crée, je pense que ça crée quelque chose qui est intéressant. Voilà. Ou voir son parent ému, pleurer à quelque chose qui lui a échappé. Voilà. Et ça, je trouve ça riche. Derrière chaque conte, en général, se cache un thème, une façon de voir la vie. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu préfères parler, un thème de prédilection ? Jusqu'à présent, je pense qu'un des thèmes que j'aimais bien aborder, c'est la peur. Voilà, parce que je trouve que c'est quelque chose qui fait partie aussi des fondements de l'humanité. La peur, de la fonction vitale de la peur pour la survie, mais aussi de l'aspect mortifère de la peur qui fait que tu n'agis pas, tu n'agis plus. Et comment composer avec cette émotion fondamentale pour néanmoins y aller de l'avant, faire preuve de courage, oser, faire preuve d'audace, d'ardeur. Voilà, donc ça c'est un des sujets qui m'a pas mal interrogée. Puis alors dans des contes autour de la peur, il y en a à foison. Je crois que j'aime bien les contes charnels, alors n'y voyez pas d'érotisme forcément, mais charnels dans le sens qui est sanglant, qui parle de chair, qui peuvent parler de dévoration. Et j'aime bien ensuite tout ce qui est conte de sagesse, conte qui porte une petite réflexion sur son rapport à l'autre, mais que j'aime souvent bien twister pour aussi, paradoxalement, dans cette envie d'être une personne meilleure, j'ai aussi cette dérision, voire autodérision de cet âge du développement personnel où nous devons absolument être des meilleures versions de nous-mêmes.
Et que, voilà. Donc, si tu veux, voilà, dans les contes, je peux aussi m'amuser de toutes ces sagesses transportées sur l'idée du partage, sur l'amour, sur le respect, sur... anyway. Voilà. Et puis oui, et puis j'aime bien les blagues sexistes en fait. Alors quand je parle de sexisme, comprendre misandre, c'est-à-dire que face à ce mouvement aujourd'hui qui vise à dire oh là là mais c'est pas rigolo, on peut vraiment plus rire de rien, bah, j'ai souvent envie de répondre bah si, messieurs, je crois qu'on peut rire de vous. Ça, on peut. Donc voilà, j'ai un petit répertoire d'histoires, de blagues qui met un peu en boîte. Qui renverse le processus. Ouais, c'est ça, un petit peu de rébellion dans. Voilà, parce que la misandrie n'est pas l'autre versant de la même pièce que la misogynie. Ça n'est pas équivalent. Voilà. Misogynie n'est pas l'équivalent de misandrie inversée, c'est faux. Il y a un groupe opprimé, un groupe oppresseur. Donc, ça n'est pas équivalent. Donc, on peut se permettre d'être un peu misandre. Ça fait du bien et ça permet de redresser un peu la tête face à certaines choses. Voilà. Tu as subi, toi, de la misogynie ou du sexisme dans ta carrière de comédienne, de conteuse ? Jamais. Jamais. Non. Jamais. Je ne vois pas pourquoi toutes mes copines en subiraient et que je devrais faire la même. Bah, si, bien sûr. Bon. Bien sûr, j'ai pas eu, si tu veux, j'ai pas une carrière qui fait que j'ai pu me frotter à de grands réalisateurs dangereux ou à de grands comédiens dangereux. Pour ça, je suis assez tranquille. Donc, j'ai été très peu confrontée à des hommes de pouvoir, de réel pouvoir. Donc, forcément, la misogynie est moindre. Cela dit, aujourd'hui, on a toujours des problèmes de parité sur les programmations de festivals, et même quand il y a une parité, si tu commences à regarder dans le détail, tu peux rapidement constater que les messieurs ont les belles scènes de 20h30 pendant que les conteuses vont raconter en journée dans les maternelles, les écoles et les centres aérés ou dans les petites salles communales. Voilà, je pense qu'il y a des chiffres qui commencent à sortir là-dessus et qui font que ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. Et puis la misogynie elle est intégrée à plein de points de vue, ce qui fait que quand quelqu'un te demande spontanément est-ce que tu connais un conteur pour ma prochaine programmation, bah forcément on vient de te demander un conteur, donc qu'est-ce que tu réponds? D'emblée ton cerveau fait la connexion, il va dans la case les conteurs et tu sors le nom d'un conteur célèbre. En plus les conteurs ont plus de visibilité, donc sont plus populaires et connus, donc le cerveau fait très vite le chemin. Tout comme on a plus vite fait de nommer un super comédien ou un super réalisateur qu'une autrice ou une artiste féminine d'art contemporain. Voilà, c'est le même principe. Donc il faut être vigilant par rapport à ses propres, à sa propre misogynie intégrée. Ce qui peut se jouer aussi par rapport à la misogynie, c'est par exemple les rivalités féminines qui, moi, sont dans ma vie, font partie des grandes difficultés, des grandes souffrances, qui font partie des choses à éventuellement gérer. C'est qu'on est nombreuses. On est un nombre assez fort de comédiennes. Par rapport aux comédiens, je crois pas me tromper, j'ai pas les chiffres, mais bon. Bah, même dans les écoles de théâtre. Dans les écoles de théâtre. Donc, il y a une espèce de privilège qui est fait pour eux. En plus, les rôles intéressants, sympas, fun, machin, c'est souvent des rôles d'hommes. Donc, on se retrouve en rivalité pour des rôles parfois, pas toujours, mais un peu moindres. Et puis, très souvent, malheureusement, cette rivalité va beaucoup plus se jouer sur les choses de l'ordre du physique pour les femmes que pour les hommes. C'est-à-dire, voilà, je crois pas me tromper. Là aussi, tu vois, j'ai pas de chiffres, mais est-ce que beaucoup d'hommes ont le challenge à surmonter en se disant oh oui, ça va être un challenge pour moi, je vais beaucoup avancer en tant que comédienne, de se dire il faut que je sois à poil sur un plateau. Nous les filles, à un moment systématiquement la question va se poser de une scène nue, de une scène torse nu, je sais pas, un de mes premiers rôles par exemple, je simule un orgasme sur scène, voilà, un de mes premiers rôles. J'ai 18 ans. Je sais pas si beaucoup de garçons
ont ce genre de challenge d'aller déverser quelque chose de l'ordre de l'intime sur le plateau, c'est-à-dire de la sexualité, de l'ordre de la sexualité, du corps. Voilà, je suis pas sûre. Voilà, donc là, pour ça, moi, je mets ça comme des petites violences misogynes qui sont là, tic, 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 tout le temps, tic, tic, petit. C'est petit, à mon niveau, et dans ce que moi j'ai vécu, ce sont des petites choses. Parce que j'ai pas voulu faire carrière, et parce que donc, du coup, il n'y avait pas non plus moyen de m'acheter par là, puisque je n'avais pas cette ambition. Est-ce que, du coup, tu dois en avoir plein, est-ce que tu as une anecdote sympa à nous raconter sur ton métier, sur peut-être le jeune public, une réaction qui t'a fait sourire? Ben alors, la dernière réaction forte que j'ai eue avec une personne m'a pas fait sourire. Je dis, ah ouais, ce que je fais, des fois, ça a du sens. Je raconte, donc au Musée d'Art Contemporain de Nice, on a une carte blanche sur une œuvre et je décide de raconter cette histoire dont je vous ai parlé, de cette femme qui fait justice elle-même en tuant les chauffeurs de bus, qui tue les femmes à Ciudad Juárez. Quand je raconte cette histoire, lorsque je termine cette histoire, je chante un tout petit chant, un tout petit extrait de la Canción Sin Miedo, qui est un chant révolutionnaire, un chant de rébellion féminin. Et quand je termine l'histoire, je vois dans les yeux de cette femme en face de moi les larmes qui montent, et je chante cette chanson en la regardant les yeux dans les yeux, et elle pleure. Et quand je termine ma chanson, elle vient se jeter dans mes bras en larmes. Je ne connais pas cette femme, et je la prends dans mes bras et je pleure avec elle, et dans les larmes, elle arrive juste à me dire merci, merci, merci. Voilà. Selon toi, quelles sont les qualités nécessaires pour devenir comédienne, notamment pour jeune public? Oh là là, genre je vais dire toutes les qualités que j'ai, quoi, c'est ça. Ou que je prétends avoir, j'entends. Ouais. Oh Séduis-nous, Muriel. Vous achetez des spectacles, ça ne m'intéresse pas. Alors, attends. Les qualités... je crois déjà, je suis presque sûre qu'il faut être resté un enfant. En tout cas, pas être resté un enfant, parce que tu vas avoir besoin de ta maturité, mais qu'il faut avoir bien nourri un enfant en toi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'amuser, quoi. Et avoir vraiment envie de se marrer et de se faire plaisir sur un plateau et de jouer avec tes costumes ou pas, et avec les mots et la musique, et de se rouler par terre. Et voilà, voilà, faut de temps en temps pouvoir avoir 4 ans et demi, avoir envie de faire de la balançoire et de grimper aux arbres, sinon je sais pas, voilà. Et en même temps, être capable d'avoir une vraie réflexion sur qu'est-ce que tu leur racontes, pourquoi tu le leur racontes, qu'est-ce que tu as envie de faire vibrer, qu'est-ce que ça fait vibrer chez toi, mais qu'est-ce que tu as envie de faire vibrer chez eux, qu'est-ce que tu espères semer comme petite graine qui germera ou pas chez ces familles. Parce que moi je raconte pas aux enfants, je raconte aux familles. Presque même quand je raconte pour des enfants, quand je le fais pour les adultes. Voilà. Je me dis tant mieux si les enfants ils comprennent. Voilà, après tout. Mais je veux pas. Si les parents, tu les désintéresses, les enfants, c'est des éponges. Ils sont blindés de neurones miroirs. Si le parent à côté s'ennuie, je suis convaincue que l'enfant ne s'intéresse plus. Donc déjà, moi, je veux capter le parent. Et si le parent, il est là avec moi et qui rit, que le gamin, il est là. L'enfant est là. Alors justement, est-ce que tu as un conseil ultime pour les apprentis comédiens et comédiennes qui nous écoutent? Essayez des trucs, mais plein. Essayez des trucs, amusez-vous, faites n'importe quoi. Soyez exigeants aussi là-dedans. Faites du n'importe quoi, mais faites-le bien. Poussez les expériences en vous respectant les unes les autres sur un plateau, en étant là pour former des groupes, pour vous faire du bien, pour former des familles qui vivront qu'un temps ensemble, puis qui exploseront, puis il en restera toujours quelque chose. Donc moi je dis expérimentez des choses, faites des lectures, faites-vous des comités de lecture, lisez des pièces, faites des lectures dans des cafés de pièces que vous avez aimées, expérimentez des scénettes, jouez-les dans la rue, allez les jouer au balcon chez des gens, dans des salons, amusez-vous avec tout ça, utilisez du papier, du carton, des marionnettes,
ce que vous voulez, et puis aller apprendre des tas de trucs. Profiter aller faire aller apprendre de l'acrobatie, apprenez à jouer d'un instrument de musique, mais même de manière sommaire, faites partie d'une fanfare. Voilà, c'est ça. Fréquentez d'autres corps artistiques que le vôtre. Allez travailler des choses avec des danseuses et des danseurs, avec des musiciens. Faites-vous tout un réseau comme ça de copains, de gens avec qui faire des trucs. Créez de l'émulation, de la rencontre, et puis créez vos propres festivals. Même s'ils durent 2 ans, même s'il n'y a pas de moyens, même si c'est raté, c'est pas grave. On aura bu des bonnes bières, on aura bien rigolé, on aura des souvenirs et des belles photos. Et c'est chouette. Merci beaucoup. Pour finir cet épisode, est-ce que tu peux nous dire un peu les projets sur lesquels tu bosses en ce moment? Où est-ce qu'on peut venir te voir? Les projets, c'est très très clair dans ma tête. Il y a plusieurs choses. En fait, moi je suis très... Voilà, en ce moment je suis un peu en ébullition. Voilà, je suis un peu en ébullition, c'est vrai. C'est pas toujours le cas. Je me suis sentie très vide aussi par moments. Là, c'est pas le cas. Là, l'objectif, c'est relancer la tournée pour le monde pointe à la ligne de Philippe Dorin. Parce qu'on est sorti de notre tournée parisienne avec 3T Télérama et on n'était pas peu fiers. Donc on se dit que quand même, faut qu'on tourne encore. Parce que c'est notre premier vrai jeune public de théâtre. Et que, bah ouais, on est content de notre 3T Télérama au marqueur rouge, au fer rouge sur la fesse droite. Et voilà, on veut s'en servir. Et puis, il y a des projets collectifs avec le conte. J'aime beaucoup faire travailler d'autres conteurs et conteuses avec moi sur des choses parfois assez aventureuses. Eh bien, merci beaucoup Muriel pour ta participation à cet épisode. Mais merci les filles, c'est déjà fini. On est très honorés que tu aies pu participer à un des épisodes, sachant que tu es à l'origine de ce podcast. Je suis votre marraine. T'es notre marraine. Je suis votre marraine, la bonne fée. T'es notre mascotte. Ah oui, je veux bien être une mascotte. Ça me fait plus qu'une marraine. J'ai un costume. On espère qu'en tout cas cet épisode vous aura plu. On vous retrouve la semaine prochaine à 10h comme d'habitude. Et on vous fait des bisous.